Amis de l'industrie, bonjour, ou plutôt amis de l'industrie de la mécanique, parce que nous sommes dans les rendez-vous de la mécanique avec le CETIM. Alors Gilles Nadet, vous allez nous rejoindre pour... je vais vous passer la parole pour nous parler précisément de l'excellence opérationnelle, puisque c'est le thème de cette matinée. Alors Gilles Nadet, qu'est-ce que précisément est l'excellence opérationnelle? C'est le zéro défaut? C'est un système qualité? Un système de management? Qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous. Effectivement, on peut se poser beaucoup de questions sur le sujet. Beaucoup de personnes se sont déjà posé beaucoup de questions sur le sujet. Y compris le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Comme vous pouvez le voir, en 2009, il y a été de sa petite main pour définir l'excellence opérationnelle. Donc une démarche systématique, méthodique, de façon à maximiser les performances, gagner en productivité, qualité des produits, réduction des coûts, d'une façon générale, l'amélioration de la performance de l'entreprise de façon à être compétitive par rapport à l'environnement concurrentiel qui est très fort en ce moment et qui a été très fort ces derniers temps. Donc vous voyez 2009. Derrière, vous avez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'industrie du futur, une approche industrie du futur sur quatre piliers, les modèles économiques, donc tout ce qui touche à l'ubérisation, le big data, tout ce qui est management et organisation, donc tout ce qui touche au travail collaboratif, les nouvelles technos, donc les robots, l'aspect robotisation, l'aspect intelligence artificielle, les objets connectés, etc. Et l'excellence opérationnelle qui a été décrite comme une adaptation des moyens de l'entreprise, de son organisation, de façon à limiter le gaspillage et rendre l'entreprise plus frugale, plus agile. Donc c'est... petite définition, c'est un comportement d'entreprise, ça donne agilité, performance, 5 piliers, l'organisation agile, l'excellence environnementale aussi, tout ce qui touche aux hommes, aux compétences, tout ce qui touche à la stratégie digitale et tout ce qui touche aux technologies du futur. En gros, c'est quoi l'excellence opérationnelle? C'est une démarche qui se focalise sur essentiellement les besoins clients, l'optimisation des processus, et comme on le verra tout au long de cette présentation, sur un appui essentiel sur les capacités des équipes à trouver elles-mêmes des solutions. Ce n'est pas, on verra, ce n'est pas que des outils, c'est essentiellement une façon de travailler, une façon d'être au niveau de l'entreprise. Bon, il y a effectivement des techniques qui ont permis d'avancer, le lean management, les Six Sigma. Donc lean management, beaucoup d'entre vous connaissent. C'est une démarche qui a été initiée par au niveau du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Le Japon qui avait besoin de se reconstruire, qui avait des ressources limitées au niveau finance, qui avait des accès très difficiles au niveau des matières premières, des petits marchés de clients. Et donc Toyota essentiellement a cherché à produire un véhicule qu'ils étaient sûrs de vendre de façon à répondre aux besoins des clients, de façon à être au plus proche du prix marché qui était défini, avec des moyens les plus justes, les plus exacts, les plus petits quelque part, et de façon à travailler aussi en juste temps, de façon à être payé, en étant vulgaire, au cul du camion, pour justement engranger rapidement les fonds, de façon à pouvoir pouvoir continuer à produire et à fournir les clients. Derrière, on a, dans les années 80, il y a des autres outils, les Six Sigma, là, qui ont été Six Sigma qui fait référence à l'écart type. Tous ceux qui ont une petite coloration mathématique s'y retrouveront. Donc là, on est sur une démarche beaucoup plus indicateur, rechercher des causes racines, rechercher quelque chose de façon très pointue, de façon à réduire les défauts et les coûts. Mais avant tout, l'excellence opérationnelle, ça ne s'arrête pas à des outils. C'est surtout pas à s'arrêter justement à des outils. Il faut aller beaucoup plus loin, sinon toutes les démarches qui pourraient être menées au sein des entreprises seraient vouées à l'échec. Donc, pas seulement des outils, c'est
un ensemble, c'est une démarche qui fait part à l'implication, à la motivation du personnel qui sont au sein de l'entreprise. C'est ça qui va faire la force de l'excellence opérationnelle et c'est ce qu'on verra dans la présentation qui va suivre. Petite référence à Toyota, on parlait de Lean, tout problème doit être vu comme une occasion d'apprendre, car c'est l'entreprise elle-même qui devient une organisation apprenante. Donc on est vraiment dans une démarche de progrès continu, de progrès et d'excellence qui va tendre vers l'excellence opérationnelle. Alors quels sont les objectifs poursuivis par l'excellence opérationnelle ? Les objectifs, c'est tout simple, c'est de rendre les choses plus faciles, meilleures, plus rapides, moins chères. C'est pas dire on va réduire les coûts, on va taper dans les coûts, on va être au plus près de ces aspects-là. C'est dire comment on fait pour faire mieux avec les ressources qu'on a, voire plus avec les ressources. C'est pas dire on va réduire, on va décider on va taper, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les coûts, on va taper et on va réduire de façon à être dans une dynamique, une spirale quelque part négative. C'est vraiment un cercle vertueux de façon à aller de l'avant. Donc déjà, un des premiers principes clés, c'est d'être au plus juste par rapport à ce que le client attend. Donc c'est vraiment la valeur ajustée aux besoins du client. Comme vous le voyez sur le petit schéma, quand on veut couper une baguette de pain, on va se servir d'un outil qui est adapté, un couteau à pain. On ne va pas se servir d'une paire de ciseaux qui ne va pas nous permettre de couper correctement. Et on ne va pas utiliser non plus une tronçonneuse qui va faire des dégâts considérables et qui va faire des pertes, qui va esquinter le produit, qui ne va pas permettre de répondre. Donc c'est vraiment une première question, c'est vraiment de s'attarder à la voix du client, dire qu'est-ce qui a de la valeur aux yeux du client. Et c'est cela qui va nous permettre de guider toute la démarche d'amélioration d'excellence opérationnelle. Excusez-moi. Un deuxième principe, c'est d'être efficient. Donc je disais tout à l'heure, produire plus vite, moins cher. Donc c'est chercher à fournir tout ce que le client demande, à la fois en termes de produits, mais aussi de services, en éliminant tout ce qui est gaspillage, et ça, tout au long de la chaîne de valeur. C'est pas uniquement s'arrêter à la production. On peut et on doit réfléchir sur l'ensemble de la réponse, que ce soit tout au début du contact avec le client, donc en termes de devis, en termes de réponse à son besoin, jusqu'à la livraison, jusqu'au service après-vente, jusqu'à voir l'aspect recyclabilité, l'aspect fin de vie des produits. C'est vraiment travailler sur l'ensemble du processus, et c'est passer d'un processus qu'on pourrait qualifier d'usine à gaz, quelque chose qui est très complexe, à essayer d'être au plus plat et au plus juste et au plus efficient. Donc, je le disais, optimisation des processus. Donc, on va regarder à travailler à garder essentiellement la valeur ajoutée, et éventuellement travailler à l'optimiser de façon à être encore plus performant, et tout ce qui est non valeur ajoutée. Donc on va s'y attarder de façon plus précise, de façon à différencier tout ce qui est non-valeur ajoutée, parce qu'il y a toujours des non-valeurs ajoutées qui sont nécessaires. On ne peut pas supprimer tout, ce n'est pas possible. Dans le cas de non-valeur ajoutée qui est nécessaire, on va s'attarder à optimiser de façon à être au plus performant. Et tout ce qui touche à la non-valeur ajoutée qui est non nécessaire, là on va travailler pour éliminer cette non-valeur ajoutée. Donc, si vous regardez la présentation, vous verrez qu'il y a un petit encart en haut à droite sur le slide qui vous montre que la recherche d'excellence opérationnelle, elle ne date pas d'aujourd'hui. On est en 2021, pratiquement 100 ans. Auguste de Tofte qui disait il n'y a pas d'un côté les recettes et de l'autre côté les dépenses, il y a d'un côté les recettes et les dépenses utiles et de l'autre côté les dépenses inutiles. Donc on est vraiment, dire quelque part, c'est de l'excellence opérationnelle, c'est du bon sens et c'est pas quelque chose qui vient de sortir du chapeau récemment. Donc la valeur ajoutée, c'est ce que le client est prêt à payer.
Et c'est la transformation que le client voit. Tout ce qui est non-valeur ajoutée, on va en avoir différentes sortes. Si vous reprenez tout ce qui touche à la littérature dans le lean management, on va voir qu'il y a 8 types de gaspillage, 8 causes de non-valeur ajoutée, ce qu'on qualifie de MUDA, pardon. Donc tout ce qui touche à la surproduction, au surstockage, au transport inutile, au mouvement inutile, au temps d'attente, au traitement inutile et aux erreurs et aux rebuts, en production notamment, et tout ce qui touche aussi à la sous-utilisation des compétences. Donc tout ce qui touche au fait qu'on ne va pas utiliser correctement les compétences, notamment les compétences des salariés. Donc comme je le disais, travailler, un des principes clés et essentiels de l'excellence opérationnelle, c'est de travailler avec le personnel, et pas de travailler quelque part contre. Donc c'est vraiment obtenir une implication de chacun, à la fois du management et des opérationnels, et ça dans la durée. Donc il faut plus être dans un système où on va être complètement dépendant de chefs, de hiérarchie, etc. C'est vraiment un travail de collaboration entre les managers, les opérationnels, et ce à tous les niveaux, aussi bien au niveau production qu'au niveau des services supports, qu'au niveau de toute l'entreprise. Donc, toujours un des principes, ce que l'excellence opérationnelle n'est pas, c'est, comme on a pu le voir dans certaines entreprises, grosses entreprises, qui ont cherché à travailler sur l'excellence opérationnelle dans un but purement je vais dire, de court-termiste, de recherche de casser les coûts, de réduire les dépenses. Si on veut avoir une démarche d'excellence opérationnelle qui soit performante, qui soit pérenne, il faut travailler dans la durée, il faut travailler de façon globale, il faut s'appuyer, comme je l'ai dit, sur la mobilisation des collaborateurs. Il ne faut pas être dans une démarche de recherche de profit court terme, de casser les coûts, de couper dans les dépenses. Il faut effectivement, même si on va viser une meilleure productivité, on doit travailler dans la durée. Alors, quelle démarche il faut adopter pour obtenir cette excellence opérationnelle? Quels sont les points de vigilance à surveiller et les conditions de réussite? Eh bien, tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va mettre un système de management dans l'entreprise qui permet de rendre les équipes autonomes, qui vont leur permettre d'identifier, d'éradiquer les problèmes, les surcoûts, les MUDA, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais de façon pérenne, de façon aussi, j'allais dire, de façon à prendre en compte tout ce qui touche à la santé et la sécurité des salariés. Il ne s'agit pas d'être dans une démarche, comme je l'ai dit, très très court terme, recherche du profit immédiat et maximum, parce que ça va aller à l'encontre de la santé, de la sécurité au niveau du personnel, notamment dans les ateliers de production. Et par ce fait, on va aller complètement à l'encontre de ce qu'on va chercher, puisqu'on va, en provoquant des problèmes de santé, des problèmes de TMS, des problèmes d'accidents du travail, etc., on va aller complètement à l'encontre, comme je le dis, puisqu'on va réduire la productivité, on va perdre des compétences au niveau des salariés, on va avoir une démotivation, etc. Donc, il faut mettre en place une façon de travailler, mettre en place des concepts, des outils, de façon à créer et fournir une valeur ajoutée perceptible par le client et qui réponde à son besoin, en utilisant effectivement le moins de ressources, mais en utilisant complètement, alors, quand on peut évidemment, il ne faut pas être angélique, on ne va jamais arriver au summum de l'utilisation des compétences, des connaissances, mais il faut utiliser les compétences et les connaissances et l'intelligence des personnes qui travaillent, les personnes qui sont sur le poste de travail, qui sont opérationnels, parce que c'est eux qui font le travail et c'est eux qui savent où se situent les problèmes, où se situent les sources de gains, donc qui vont permettre d'améliorer cette performance au niveau de leur fonctionnement. Et bon, effectivement, on va intégrer aussi tout ce qui touche à la sécurité et à la santé, de façon à ce que, comme je l'ai dit précédemment, on ne va pas dégrader leurs conditions de travail. Donc une démarche participative, mais aussi une démarche dans le temps, une démarche dans la durée.
quelquefois, on entend parler d'excellence opérationnelle avec des mises en place. On va dire, on va mettre en place des démarches de lean management, etc. Et on dit, je veux des résultats dans 3 mois. Je vais avoir des résultats dans 3 mois. Personnellement, j'estime qu'une démarche d'excellence opérationnelle, ça ne peut pas se mettre sur une durée aussi courte. Une durée aussi courte, vous allez effectivement avoir des résultats, mais ça ne va pas s'ancrer dans l'entreprise. Ça va être des choses à court terme, et au bout de 6 mois, vous n'aurez plus aucun reste, je vais dire, de ce qui aura été mené. Ça va retomber parce qu'il n'y aura pas eu d'adhésion, il n'y aura pas eu de transformation, il n'y aura pas eu d'intégration de cette démarche dans l'entreprise. Donc il faut une démarche dans le long terme. Une démarche d'excellence opérationnelle, ça va durer entre 2-3 ans minimum. Pour la mettre en œuvre, ça ne veut pas dire qu'au bout de 2-3 ans, c'est terminé. Ça va continuer, ça va perdurer. Mais pour qu'elle puisse s'intégrer correctement dans l'entreprise, 3 ans. On va commencer déjà dans un premier temps une phase de cadrage, d'initialisation, où on va travailler avec les équipes de direction, des sponsors qu'on va désigner, de façon à piloter cette démarche. Derrière, on va travailler sur un démarrage, sur une mise en œuvre localisée. Donc on va former des personnes, on va mettre en place des chantiers pilotes, commencer à déployer certains outils de la boîte à outils, de l'excellence opérationnelle, du lean management, etc. de façon à intégrer progressivement, de montrer que la démarche fonctionne, que ça apporte quelque chose et que ça puisse s'ancrer dans les mœurs et qu'il y ait un véritable changement culturel dans l'entreprise. Et une fois qu'on aura fait ce premier pas, on va escalader l'escalier quelque part, on va déployer et généraliser, mettre en place toute la démarche d'excellence opérationnelle avec de l'amélioration continue, un coaching managérial, etc. Pardon. Donc, comme j'ai dit, c'est un changement culturel. C'est plus une démarche top-down, c'est vraiment, on va rentrer dans une démarche plutôt down-top. On va travailler avec les salariés, on va les former, on va leur donner les moyens d'eux, on va les impliquer, on va travailler aussi avec les aspects sécurité, on va réellement travailler sur l'ensemble de la chaîne avec une approche que j'ai qualifiée de pour le réel et non pour le prescrit. On ne va pas travailler sur de la théorie, on va travailler réellement sur ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, un projet d'entreprise, donc c'est une action dans la durée, avec tous. Il va falloir mettre en place un projet d'entreprise. Donc, un projet d'entreprise, on va faire quoi? On va donner une direction. Donc, il va falloir définir un objectif clair, qui est affiché, qui va être partagé avec l'ensemble des collaborateurs. Une action, comme j'ai dit, sur le long terme. Des aspects communication qui sont très importants. Il ne faut surtout pas les oublier, parce que souvent on dit on va mettre en place et puis hop, on lance et puis on communique pas. Il faut communiquer à la fois sur les succès, sur les échecs. Les échecs sont aussi apporteurs dans la démarche pour montrer que on essaye. Des fois ça rate. C'est pas une raison pour le mettre sous le tapis. Il faut justement tirer les enseignements de ce qui fonctionne pas. Donc une communication, une gestion de projet. J'ai dit tout à l'heure sponsor, un chef de projet. Il faut avoir un comité de pilotage. Il faut avoir un certain nombre d'instances qui vont permettre de piloter le changement. Et un point sur lequel j'insiste et qui est souvent ou méconnu ou qui n'est pas mis en œuvre, c'est une implication et une exemplarité de la direction. Dans certaines entreprises dans lesquelles je suis intervenu, la direction dit on va mettre en place une démarche 5S. Alors, on verra tout à l'heure, une démarche d'amélioration des postes de travail, d'organisation, etc. Et puis vous apercevez que le dirigeant, son bureau, il y a des dossiers partout, rien n'est rangé, c'est le bazar. Et il est en train de dire aux autres, il faut faire comme ça, faites-le, mais surtout, moi je ne le fais pas. Donc là, niet, si vous voulez mener une démarche d'excellence opérationnelle, il faut que vous soyez aussi, en tant que dirigeant, exemplaire dans la démarche, que vous soyez acteur et que vous montriez l'horizon et ce qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas dire faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais.
Donc quelques points de vigilance par rapport à ça. On parlait de gestion de projet. Donc quelques points essentiels. Comme je dis, c'est une action à long terme. On met en place des choses dans la démarche. On va lancer des chantiers pilotes. On va faire un certain nombre de choses. Mais il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats. Encore une fois, je dit tout à l'heure, on ne vise pas de résultats immédiats. On en aura. Vraisemblablement, sans aucun doute, dans toutes les démarches d'excellence opérationnelle qui sont menées de cette façon-là, on a des résultats. Mais surtout, on ne les présente pas comme étant un objectif en soi. Au départ de la démarche, on dit on veut faire un changement culturel dans l'entreprise, on veut avancer. Qu'il y ait des résultats ou pas. Il y en aura. Mais il ne faut pas que ce soit une fin en soi. Donc, on va avoir une démarche de gestion de projet, communication, comme je l'ai dit, exemplarité de la direction, et on va essayer de commencer petit et étendre au fur et à mesure. Il ne faut surtout pas essayer d'avoir les yeux plus gros que le ventre et d'essayer d'aller au summum. Il vaut mieux faire des petits progrès et puis arriver à ses fins que d'essayer de faire un grand step et puis d'arriver à rien du tout. Et ce qu'il faut surtout aussi, c'est que dans cette démarche, il faut accepter les erreurs. Il faut accepter que le personnel puisse proposer des choses qui ne fonctionnent pas, que puisse mettre des choses en place qui ne fonctionneront pas ou qui seront améliorées. Si on commence à dire non, on ne mettra en place que tout ce qui fonctionne, déjà on peut se tromper, premièrement. Et deuxièmement, plus personne ne proposera quelque chose parce qu'il dira de toute façon, je vais avoir peur de dire une bêtise, donc je ne vais pas le dire. Si on ne fait pas ça, risque potentiel, on peut, le personnel peut ne pas adhérer au projet, parce qu'il peut considérer que c'est une lubie de plus dans l'entreprise. On peut ne pas comprendre pourquoi. On peut avoir un essoufflement du projet, voire un arrêt, si on n'a pas la communication, etc. Voilà. Donc, et puis comme j'ai dit, on peut ne pas avoir d'implication si jamais on se dit si je me trompe, si je fais mal, ça ne sera pas bien pris, ça va me retomber dessus, etc. Donc je vais rien proposer. Donc surtout, éviter ce type de problématique. Des outils, je vais passer assez rapidement. Quand on parle de MUDA, on va chercher à réduire tout ce qui est ce qu'on considère comme gaspillage, les mouvements inutiles, etc. Il faut faire attention dans cette démarche à vouloir supprimer à tout prix les MUDA, parce que ça peut être des moments où le personnel peut être en phase de récupération. Donc on risque, en travaillant trop sur cette réduction de façon aveugle, à exposer le personnel à de nouveaux risques, des risques de TMS, des risques de risques psychosociaux, etc. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. Tout ce qui est management visuel, indicateur, c'est pareil. On met des indicateurs, mais il ne faut pas se focaliser sur ces indicateurs de façon trop importante, parce que sinon on peut avoir des risques de stress, des risques à dire on va travailler pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés à telle échéance, sans pour autant avoir la meilleure valeur ajoutée au niveau de l'apport qu'on pourrait avoir. Alors, en 4 minutes, comment mettre en place, dans le contexte actuel, qui est simple, comme tout le monde le sait, avec le confinement, les difficultés économiques, le ralentissement économique, comment on met en place l'excellence opérationnelle ? Justement, c'est une question très intéressante et très importante. Aujourd'hui, on parle je vous ai dit, on va travailler avec le personnel, on va faire des échanges, on va faire des réunions, on va profiter de tous ces outils pour aller dans une démarche d'excellence opérationnelle. Sauf qu'aujourd'hui, il y a les risques, le contact, il y a la distanciation sociale, il y a les problèmes de tout ce qui touche au Covid notamment. Et on dit l'excellence opérationnelle. En ce moment, c'est pas possible, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et bien justement, aujourd'hui, on peut se servir du management au niveau de l'excellence opérationnelle en termes d'outils. Je veux dire, on peut coupler à la fois cette démarche d'excellence opérationnelle et l'aspect, on va dire, tout ce qui touche à la santé au niveau Covid. Déjà, tout ce qui touche aux outils de management visuel, si on parle de réunions type top 5, top 10, etc., tout ce qui est traitement des non-conformités, type outils de QRQC, on abordera après, ça peut permettre au niveau du personnel
d'avoir justement des échanges, de rassurer le personnel par rapport au fait qu'on n'est pas forcément dans une situation difficile, qu'il y a des lendemains meilleurs, qu'on résout les problèmes, qu'on peut résoudre aussi des problèmes de santé, des problèmes si on identifie des soucis qui peuvent provoquer des problèmes de risque par rapport au Covid. Donc ça va permettre de rassurer et de donner du sens. Deuxième, je dirais, boîte d'outils, tout ce qui touche la VSM, on verra la cartographie, tout ce qui est étude des flux, etc. Ben justement, ça peut aussi permettre d'organiser les flux notamment au niveau des ateliers, d'éviter les risques, d'éviter tout ce qui peut toucher en termes de risque, en termes de circulation, pour éviter les contacts, éviter les problématiques de rencontres de personnel, etc. Dernier package, tout ce qui touche à l'organisation de postes. On parle de 5S, de standards de travail, de SMED, etc. Et là, ça peut nous permettre de travailler sur l'amélioration de la performance, mais aussi d'éviter tout ce qui touche au risque au niveau du poste de travail, puisqu'on va travailler éventuellement pour éviter les contacts entre les personnes qui peuvent être amenées à travailler, utiliser des outils communs, etc. C'est un bon moyen justement de pouvoir éviter ce type de problématique. Donc je vais le passer de façon très rapide, mais vous voyez, tout ce qui touche au top 5 QRQC, comme je disais, ça permet d'échanger, de rassurer, de prendre en compte les informations sur les risques, donc avoir un retour du personnel. Ça peut permettre d'impliquer les opérationnels dans la prescription des opérations. Donc tous ces éléments-là peuvent être positifs, à condition de bien prendre en compte leurs remarques, parce que si c'est juste faire de la réunion pour faire de la réunionnite, c'est pas la peine. Il faut qu'il y ait une prise en compte. Faut, comme j'ai dit tout à l'heure, éviter tout ce qui est pression inutile par rapport à des indicateurs. Voilà. On parlait de VSM tout à l'heure, donc de cartographie de la chaîne de valeur. Donc là, justement, on peut travailler via ces outils pour éviter les risques de croisement de flux, prendre en compte les risques au niveau santé, sécurité, en travaillant réellement sur les opérations et les flux tels qu'ils sont réels et non pas sur du prescrit, sur de la théorie. Donc quelques points de vigilance, c'est aussi, comme j'ai dit, éviter de supprimer tout ce qui peut être jugé inutile, mais qui peut avoir par moment des impacts sur la sécurité et la santé du personnel. Donc bien prendre en compte ces aspects-là. Et puis, quand on travaille sur ces aspects-là, c'est aussi éviter d'exposer le personnel en travaillant, en mettant des nouvelles organisations, des nouveaux flux, provoquer de nouveaux risques qui n'étaient pas présents à l'origine dans le fonctionnement de l'entreprise. 5S, on va passer rapide alors. Le 5S, comme j'ai dit, on va pouvoir travailler tout ce qui touche à l'organisation du poste, ça va pouvoir aller dans le sens de la sécurité, de la santé, de la prévention des accidents au niveau des postes. Donc là, il faut faire attention à la standardisation excessive des postes, il faut faire attention aux aspects contradictoires entre les aspects organisation, les aspects sécurité, propreté, production, etc. Et même cas que pour tout à l'heure pour la VSM, il faut faire attention aux tâches qu'on peut considérer comme inutiles et puis à l'exposition à de nouveaux risques. Standard de travail, on ne va pas en parler beaucoup, on va dire que là, ça va permettre de définir des standards, des fiches de poste, des consignes, justement notamment pour tout ce qui touche aux aspects santé, aux aspects risques qui peuvent être liés au Covid. Le SMED, ça va être un peu la même chose. Et voilà. Donc, vous avez mis en place chez Alliantec une démarche d'excellence opérationnelle. On a initié une démarche d'excellence opérationnelle. Vous verrez que, comme je l'ai dit, c'est sur du long terme, donc c'est démarré maintenant. Monsieur Leroy va vous expliquer.